Marc Durand, qui est parmi nous. Marc Durand, vous êtes chargé d'études documentaires aux Archives nationales et par ailleurs, vous êtes historien des sciences, spécialiste de l'histoire de la photographie et du cinéma, des premiers temps, comme on dit. Et vous intervenez également en tant que carrière petit-neveu des Frères Lumière. Donc, vous allez nous présenter aujourd'hui les premiers films de l'histoire du cinéma tournés par l'un des Frères Lumière, Louis. C'est à vous. Merci de votre présentation. Bon, en effet, bon, je suis un des arrière-petits-enfants de la famille Lumière. Il y en a d'autres. En tout, on est à peu près 250. Donc, vous voyez, je suis pas seul. Mais je commence à devenir un des plus anciens. Donc, cet après-midi, j'interviens peut-être plus dans le domaine justement de la famille Lumière qu'en tant qu'historien des sciences et surtout de la photographie et du cinéma. Mais bon, j'ai voulu vous proposer un petit moment de convivialité un peu familiale au travers des films qu'a tourné Louis Lumière à partir de 1895, quand il a mis au point et inventé son, comme j'aime à l'appeler, son moulin à images. Donc, nous allons voir ces films, espérant que je vais arriver rapidement à me servir de tout ce matériel. Partage d'écran. Pourtant, j'avais bien tout préparé. Alors, il faut que je lance le truc là, et ça ne barre pas. Bon. Ça marchait tout à l'heure. Ah, ça marchait tout à l'heure. Donc, ça va bien repartir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas retrouvé la main pour relancer le film. Je vous prie vraiment de m'excuser de ce contretemps, mais vous savez, dans le domaine de l'image, ce genre de choses, elles arrivent assez fréquemment. Voilà, nous allons y arriver. Voilà, je vais faire, je crois, plein écran, partage d'écran. Voilà, et plein écran. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Oui. On voit et plein écran, c'est parfait. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. C'est parti. Voilà, vous avez nos visages en haut à droite ou pas? Ou... On a votre visage. Donc. Bon, c'est bon. Nous sommes donc en 1895, le 28 décembre, au Salon indien à Paris, boulevard des Capucines, et nous voyons ici ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier film publicitaire, la sortie des usines Lumière. Usine Lumière qui, à l'époque, est la première société de fabrication de plaques photographiques en Europe. Elle comptait à peu près 350 ouvriers et ouvrières, principalement des ouvrières, qui proviennent beaucoup de la région de l'Est de la France. Dans cette séance du 28 décembre, nous allons voir 10 films, les 10 premiers films tournés par les Lumière à Lyon. Ici, donc, la Voltige, c'est donc une vue tournée à La Part-Dieu, ce qui est aujourd'hui pas très loin de la gare de La Part-Dieu. Et à l'époque, il s'agissait d'une caserne militaire. Et Louis Lumière a tourné au moins 2 films à cet endroit entre le mois de mars et le mois de juin 1895. Ces vues sont présentées à Lyon et également à Paris au mois de juillet, à Lyon au mois de juin, en juillet à Paris. Elles sont aussi présentées plus tard en Belgique, à Louvain, et elles ont été aussi tournées à La Ciotat, où les frères Lumière et leur famille avaient une villa. Et on voit ici Auguste Lumière qui tient sa fille André Lumière. Et donc, c'est la pêche au poisson rouge. Alors, la pêche au poisson rouge, c'est le titre du film, film également, évidemment, en noir et blanc.
Et ce qui est très intéressant, c'est de constater et de lire les comptes rendus des journaux à l'époque, qui donc signalent presque, et pas que presque, mais signalent même les couleurs que l'on pouvait voir dans le film, qui est quand même assez difficile, mais certains comptes rendus font état de presque... Voilà, en 1895, le 3 juin, il y a à Lyon un congrès des photographes. Et Louis Lumière pose sa caméra au débarquement d'un bateau à Neuville-sur-Saône, c'est en amont de Lyon, à peu près une dizaine de kilomètres, et on voit donc les congressistes sortir du bateau. Je vais essayer de faire un petit arrêt sur image. Voilà. Et donc, ces congressistes vont se voir le lendemain, c'est-à-dire le 4 juin, sur un écran géant dans le lieu où se tenait ce congrès au Salon Monnier à Lyon, c'est c'est à côté de la place Bellecour. Et ce film a eu un succès absolument énorme. Et à cette occasion, il y a eu également un autre film que l'on a perdu, mais je tenais à vous en parler. Donc, à cette occasion de ce congrès des photographes français qui se tient donc à Lyon, il y a également un autre film tourné par Louis Lumière quelques jours auparavant, avec le directeur de l'Observatoire de Paris, qui est Jules Janssen, et un sénateur qui s'appelle, je crois, Léon Bourguignon. Et donc, il tourne un film, donc aujourd'hui perdu, hélas, mais dont on a encore quelques photogrammes. Alors, qu'est-ce que c'est un photogramme? C'est, par exemple, l'image que vous voyez sur l'écran à l'heure actuelle. Ça, c'est un photogramme, c'est-à-dire c'est une image tournée pour le film. Il y en a 16 qui défilent en une seconde. Il y a 16 images secondes. C'est pour ça que vous allez remarquer, donc, entre autres, le film va vous paraître assez long par rapport à ce que l'on voyait quand on était plus jeune et très jeune, ouais, où on voyait plutôt des films un peu saccadés. Vous savez, les films de Charlot, toutes ces choses-là. En réalité, on les tournait, on les projetait trop rapidement. C'est pour ça que le film était projeté un peu en accéléré. Et puis, on s'est rendu compte qu'en réalité, l'image n'était pas à 36 images secondes, voire 32, mais à 16. C'est pour ça que le film est maintenant projeté au bon rythme. Donc, je termine pour le Janssen et Bourguignon. Et donc, Louis Lumière demande à Janssen et Bourguignon de passer derrière l'écran et d'essayer de synchroniser leur voix sur leurs paroles qu'ils avaient dit la veille. Et donc, dès 1895, donc le 3 juin, on a eu droit à la première séance de cinéma, entre guillemets, un peu parlant, bien avant le chanteur de jazz. Donc voilà, donc on voit donc ces congressistes descendre du bateau. Le dernier va faire un très joli salut, et c'est celui qui a son matériel photographique. Voilà, un petit coup de canotier. Merci, Monsieur Lumière. Et donc, ensuite, nous allons voir les Forgerons. C'est un film tourné aux usines Lumière, donc là où tourné à Lyon-Montplaisir. Un forgeron un peu particulier puisqu'il travaille en cravate. Je pense que ce n'est pas quand même tous les jours qu'on voit ça. Et surtout, les comptes rendus de presse vont noter, on ne sait pas du tout, on ne parle jamais du photographe, du cinéaste, ni des acteurs. Mais par contre, ce que l'on va parler, devinez un peu de quoi on va parler dans les journaux et dans le grand public. Eh bien, on va parler de la vapeur qui sort du bac d'eau et les flammes qui sortent du brasero que ces deux messieurs tournent. Alors, il est à peu près... Et puis, vous voyez, à la fin, je vais essayer de faire un petit retour en arrière. Vraiment, je tente des choses inouïes. Vous voyez, à la fin, on amène un petit verre de vin rouge au forgeron, histoire de lui donner un peu à boire, la pauvre bête, comme une belle locomotive. Bon, il est évident, il est à peu près certain qu'ils n'étaient pas plus forgerons que moi boulanger, et que ce sont des personnels des usines Lumière qui étaient là. Alors là, un des films les plus célèbres, Arroseur et arrosé. Donc, c'est ce film donc, qui a eu un énorme succès, qui est le premier film à vue dit comique,
Le petit garçon qui appuie sur le tuyau, il s'appelle Benoît Duval. Et le jardinier s'appelle François Clerc. C'est le jardinier des Lumières et c'est tourné dans le jardin de la famille Lumière à Lyon-Montplaisir, qui est contigu aux usines Lumière. Et le petit garçon qui est Duval, il est emballeur aux usines Lumière. Et l'histoire veut que ce petit garçon, à l'origine, c'était le petit frère des frères Lumière, Édouard Lumière, mais qu'il n'était pas assez grand, il n'arrivait pas à appuyer. Je reviens un peu en arrière, excusez-moi, parce que tout ça, je pense, est un autre regard sur ces films. Vous voyez, ce qui est particulier, c'est que le tuyau d'arrosage, en réalité, est une lance d'incendie. Ça vient des États-Unis. Et à l'époque, les jardiniers se sont mis à arroser les jardins avec des lances d'incendie. Mais la lance d'incendie, le tuyau est très solide. Donc, le petit frère des frères Lumière, qui a 13 ans à l'époque, Édouard, n'est pas assez costaud pour écraser le tuyau. Donc, on a demandé à ce petit jeune homme un peu plus grand que lui de pouvoir écraser le tuyau. Repas de bébé, un autre film très célèbre avec le frère des frères Lumière, Auguste, son épouse, Marguerite Vinclair, et leur petite fille, André. C'est la petite fille qui pêchait le poisson rouge tout à l'heure. Donc, dans ma famille, il y a en 1995, on nous a demandé de repérer des gens et de plutôt les identifier sur ces films, puisque Louis Lumière, au début, a tourné des films dits de famille, c'est-à-dire il faisait un peu comme nous, on fait aujourd'hui, on tourne, soit on filme ses enfants, soit on les photographie, ben là, c'était pareil. Et donc, on voulait absolument s'assurer, les historiens du cinéma voulaient s'assurer que c'était bien Auguste Lumière, son épouse Marguerite et leur petite fille Jeanne. Donc, ce qui est intéressant, c'est le regard à trois époques, deux époques différentes, mais avec des personnages très différents. Donc là, à l'époque, qu'est-ce que les gens retiennent? Les gens ne voient qu'une seule chose, ça, le vent dans les feuilles des arbres. La presse de l'époque ne parle absolument pas d'Auguste Lumière. On ne dit pas c'est le frère de l'inventeur du cinéma, encore moins de sa belle-sœur, qui est aussi la sœur de la femme de Louis Lumière. C'est-à-dire que les frères Lumière, ils ont épousé deux sœurs de la famille Vinclair. Et ça, on n'en parle pas. Par contre, donc en 1995, un siècle après, je réunis les membres de ma famille, à l'époque, ma mère, mes tantes, mes oncles et tantes, c'est-à-dire les enfants de ces petits-enfants que vous allez voir tout à l'heure, qui ont très très bien connu ces gens-là parce qu'ils ont eu la bonne idée de mourir à près de 90 ans. Et la seule chose qu'on me dit, ce qui m'écrase de honte quelque part, c'est, vous voyez, je vous fais rentrer vraiment dans l'intimité lumièresque. La seule chose dont on me parle, c'est de la bouteille de sherry qui est en bas à droite et du café avec les tasses. C'est à peu près la seule chose qu'ils m'ont expliqué. En disant, il y a la bouteille de sherry de la tante Guite, c'était tante Guite, et du tonton Gutte. Tonton Gutte, c'est Auguste Lumière. Incapable de me dire où c'est tourné, l'époque, mais ça, par contre, les bouteilles d'alcool, on les a bien repérées. Voilà un autre film tourné également à La Pardieu, à Lyon-Pardieu, donc dans cette caserne militaire. Et à l'époque, bien sûr, ce qui était extrêmement important, ça va vous sembler évident aujourd'hui, mais le cinéma, c'est avant tout l'art du mouvement. Et c'est l'aboutissement justement de près de 40 ans, oui, un peu moins, une trentaine d'années, de la quête de la reproduction à l'identique du mouvement. Alors on y arrivait à la fois avec des photographies, mais on n'arrivait pas à faire ce mouvement ou alors avec des dessins. Mais là, le cinéma a permis justement de recréer un mouvement parfait à partir d'images photographiques. Vous voyez ici la place des Cordeliers,
à Lyon. La place a très peu changé, à part cette partie à droite où on voit ce bâtiment avec ce toit-là, qui aujourd'hui est un affreux parking à voitures qu'on a détruit, qu'on a construit dans les années 1970. Et donc, c'est la première vue que Louis Lumière tourne sans avoir fait aucune mise en scène. Tout ce que vous avez vu auparavant, tous ces films ont une mise en scène. Il y a tellement d'informations dans ces films en si peu de temps qu'on est absolument certain que c'était scénarisé. Louis Lumière posait sa caméra, mais il savait très bien ce qui se passait. Là aussi, ça s'est tourné donc à La Ciotat à l'été 1895. Et en septembre 1995, quelques semaines après, il y a une projection à La Ciotat, dans la maison familiale des Lumières, où toute la gentry du département des Bouches-du-Rhône ont été invités. Voilà, donc ça, vous voyez, une première c'était vraiment la première séance de cinéma le 28 décembre. Le 28 décembre 1895, les Frères Lumière se rendent compte que de l'énorme succès, du succès considérable à partir du 28 décembre, puisque quelques jours après, début janvier 1896, il y a une queue qui va de la place de l'Opéra jusqu'au boulevard des Capucines, ça fait quand même 300 mètres. À Lyon, la même chose, rue de la République, il y a également énormément de monde. La séance dure 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce qu'il faut bien sûr projeter le film, mais il faut aussi rembobiner le film. Il n'y a qu'un seul cinématographe. Le cinématographe a cette particularité, c'est à la fois une caméra, ça filme, c'est un projecteur, ça projette l'image avec une lampe derrière, mais également une tireuse, c'est-à-dire que ça permet, on fait un film, le film c'est un négatif, comme quand on faisait de la photo avant. Et donc ce négatif, il va servir à tirer des positifs. Donc vous voyez, le cinématographe lumière, c'est un produit 3 en 1. C'est la Rolls-Royce d'un produit technique qui, à son époque, a révolutionné le monde parce que justement, c'était un condensé de technologie absolument extraordinaire. Et donc, à partir de 1896, au début du mois de janvier, on commence à tourner d'autres films parce qu'il fallait renouveler le stock pour que le public continue à aller au cinéma parce que, bon, voir André Lumière manger sa bouillie, c'est intéressant, mais au bout de la 10e fois, je pense qu'on a commencé à avoir une petite indigestion. Donc, il faut essayer de trouver autre chose. Et le 3 janvier 1896, on tourne ça. Boulevard Cours Gambetta à Lyon. Les usines Lumière sont là. On tourne Bataille de Boule de Neige. Alors, j'ai eu la chance à l'époque, en 1995, je n'y étais pas encore, mais dans les journaux de l'époque, j'ai cherché le jour où il avait neigé à Lyon. Et coup de chance, il n'a neigé à Lyon que le 2 janvier. Donc le lendemain, Louis Lumière a sorti sa caméra et a tourné ce film et a été ensuite projeté à Lyon et à Paris. Et petit à petit, Louis Lumière va tourner d'autres films dans cette année 1896, dont Démolition du mur. Alors voilà ce qui se passe. On a Auguste Lumière qui est là avec son gilet, qui est à la manœuvre pour la démolition d'un mur qui se trouve être un petit muret qui est aux usines Lumière à Lyon-Montplaisir. Donc voilà, tout ça n'est pas quand même très passionnant, à part la fin, la chute du mur, et le mur tombe, paf. Donc voilà, les gens sont émerveillés tout de même justement par toutes ces volutes de poussière. Et puis, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ces films, une fois qu'ils sont projetés, il faut les rembobiner pour mettre le film suivant. Et là, normalement, généralement, on éteint le projecteur qui est derrière. Et là, pour ce film, le hasard fait que l'opérateur lumière, celui qui présente le film,
oublie de fermer le projecteur. Et voilà ce qui se passe. Donc, le film se rembobine à l'envers, et donc le film est projeté à l'envers, et donc ça va donner autre chose, d'évolution du film, du mur à l'envers. Donc voilà, les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais ils comprennent petit à petit que le mur est en train de se reconstruire comme par magie. Et donc ce film est, sans le vouloir, le premier film à truc qui ensuite aura été magnifié par Méliès. Vous voyez, j'ai commis une erreur. Un verre d'eau. Donc, on va faire une petite pause et je vais me chercher un verre d'eau. Vous voyez, je vous avais dit que c'était en famille. Ben, c'est d'autant plus en famille que là, c'est Premier pas de bébé. Alors, c'est un film qui m'est assez cher parce que la petite fille que vous venez de voir prendre par sa maman, c'est ma grand-mère, qui s'appelle Madeleine, avec son frère qui s'appelle Marcel. Et la dame qui est là, c'est Jeanne Lumière, la sœur des frères Lumière. Et on en est sûr parce que, vous voyez, elle parle, elle bouge ses lèvres. Et on a demandé à un sourd-muet de nous dire ce qu'elle était en train de dire. Et elle dit, viens Madeleine, viens vers maman. Voilà, donc ça, c'est le premier pas de bébé. Madeleine est née le 1er juin 1895. Donc, vous voyez, c'est tourné à peu près un an et demi après. Comme je vous l'ai dit, les frères Lumière et Louis Lumière aimaient beaucoup tourner et filmer ses enfants. Donc là, nous avons la fille de Louis Lumière qui est ici, là, qui s'appelle Suzanne. Elle est née en 1894, au mois de septembre. Quelques semaines après, nous avons André Lumière, la fille d'Auguste Lumière, et donc le petit Marcel Keller que vous venez de voir, avec sa petite sœur, Madeleine, qui a bien grandi. Donc ça, c'est tourné en 1898. Marcel Keller était un ingénieur spécialiste des moteurs. Vous voyez, comme je dis toujours, il a commencé sa formation assez jeune. Et donc, il a entre autres créé des freins pour voitures et il a construit des usines Renault pour Bronzavia. Enfin voilà, c'était un ingénieur motoriste. Et il avait entre autres construit une moto, la moto Keller-Escoffier, qui a remporté de très nombreux prix dans les années 1920-25. Ça, c'est aussi un de mes films préférés, Querelle enfantine. À gauche, André Lumière, la fille d'Auguste Lumière et Marguerite, et à droite, Suzanne Lumière, qui est la fille de Louis Lumière et de Rose Vinclair. Bon, vous voyez, ça se passe assez mal entre cousines, pourtant elles s'adoraient. Et donc, bon, ce film me ravit à chaque fois, et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire. Et la pauvre André a eu une vie et une fin assez tragique parce qu'elle est morte de la grippe espagnole qu'elle a contractée en 1918 à l'hôpital de Lyon, à l'hôpital de Lyon, donc, et elle est morte à 32 ans. Sa cousine est morte beaucoup plus tard. Petite fille et son chat. Et alors, la petite fille, c'est à nouveau ma grand-mère. Ne croyez pas que je ne veux vous montrer qu'elle. Mais bon, c'est un des tout premiers films où on voit un visage en gros plan. Pas que le chat. Voilà. Et alors, ce qui me touche énormément, bon, outre le fait que ce soit ma grand-mère, c'est que j'ai découvert, en voyant ce film, que, bon, évidemment, les visages changent, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas, c'est le regard et les lèvres. Et je retrouve parfaitement ma grand-mère dans ce film.
Voilà, nous avons maintenant quelques vues tournées au Clos des Plages et à La Ciotat, avec le célèbre arrivée du train en gare de La Ciotat, tourné en 1808. Donc ce film, comme hélas on le dit trop souvent, n'a pas du tout été tourné au début de l'invention du cinéma, mais 3 ans après. Mais voilà, c'est un des films très symboliques où, comme vous le savez certainement, de nombreux spectateurs disent qu'ils avaient eu tellement peur de voir arriver ce train sur l'écran qu'ils pensaient que le train allait entrer dans le cinéma. Et ici, on voit la dame avec une capeline. Là, c'est la femme de la mère des frères Lumière, Jeanne. Retour d'une promenade en mer. Alors, je vous signale que l'année prochaine, nous aurons au musée de la Marine, pour la réouverture du musée de la Marine, une exposition temporaire qui a pour thème la mer et le cinéma. Dont bon, je suis un peu, pas l'initiateur, mais enfin des chevilles un peu ouvrières. Et donc, on va présenter ce thème a été choisi justement parce que parmi les 10 premiers films tournés au monde, bah, vous avez vu tout à l'heure Baignade en mer, mais il y a également d'autres films avec la famille Lumière. Là, c'est la famille Lumière qui est là, tournée sur La Ciotat. Voilà, donc ce sera le prochain thème du musée de la Marine. Voilà, ça c'est donc partie d'écarté avec des membres de la famille Lumière, toujours. Ici, à gauche, avec son cigare, Antoine Lumière, donc le père des frères Lumière, mon arrière-grand-père. Ici, Alphonse Vinclair. Alphonse Vinclair, donc c'est le père des épouses d'Auguste et Louis Lumière, donc le beau-père des frères Lumière. Mais pas seulement le beau-père des frères Lumière, c'est que ces deux messieurs avaient en tout 6 enfants. Et 4 de ces 6 enfants se sont mariés entre eux. C'est-à-dire que les deux fils je vais y arriver, les 2 fils Lumière ont épousé les 2 sœurs Vinclair, mais les 2 frères Vinclair ont épousé 2 filles Lumière. Ce qui faisait dire cette phrase merveilleuse d'Antoine Lumière, que leurs enfants avaient bien de la chance, parce à E8, il n'avait que 2 belles-mères. Comme quoi, vous voyez, on peut garder espoir. Et ici, à droite, nous avons Félicien Trévoet. Félicien Trévoet, c'est un ami d'Antoine Lumière, avec qui il chantait et, dans les années 1870, à Lyon, quand Antoine Lumière était alors encore photographe. Et Félicien Trévoet était ombromane. Il était spécialisé, il faisait des tours de prestidigitation. Il a d'ailleurs appris à Auguste Lumière à faire des tours de cartes. C'était une passion dévorante pour Auguste Lumière de faire des tours de cartes. Et Félicien Trévoet a également dirigé le cinéma Lumière à Londres. Et donc, ce film qui est lui aussi un film publicitaire bien caché. Pourquoi? Ce film est tourné à La Ciotat en 1896, au mois de janvier. Et pourquoi à La Ciotat? Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, il fallait renouveler le stock des vues. Et dès le mois de janvier, et Lyon au mois de janvier, c'est quand même pas la ville la plus lumineuse de France. Donc ils sont descendus à La Ciotat pour tourner toute une série de vues, dont des vues de bord de mer que vous avez vues, mais également ce film. Et là, on voit Alphonse Vinclair qui est en train de verser de la bière. Bon, on sait bien que la bière, c'est quand même pas la boisson nationale des Provençaux. Mais par contre, Alphonse Vinclair, son métier, c'est brasseur de bière. Donc, aujourd'hui, on pense que ce film est un petit clin d'œil par rapport au métier d'Alphonse Vinclair. Et vous allez voir le petit regard caméra d'Antoine Lumière. Et tout ça est scénarisé, c'est-à-dire que
ils ont certainement fait même des essais avant de tourner. Louis Lumière a certainement fait des essais parce que la pellicule qui servait à faire tous ces films, ça coûtait très très cher. Ça venait des États-Unis, de chez Eastman Kodak. Donc, on n'avait pas des kilomètres de pellicule à perdre. Voilà un autre film, c'est la partie de boules. Alors, on m'avait fait un jour remarquer qu'il jouait avec des boules lyonnaises. Et c'est vrai, les boules lyonnaises sont plus volumineuses que les boules de pétanque. Et là, nous avons à droite la jeune fille qui est là, c'est Juliette Lumière, c'est une des sœurs des frères Lumière. Les frères Lumière avaient 3 sœurs, s'appelaient Jeanne, Juliette et France. Et là, voilà, nous avons également un, un, un politicien, je crois que c'est André Honorat, où on va le voir dans l'image. Non, il est là. C'est celui qui mesure, André Honorat, avec la longue barbe. Voilà, donc on se bat encore, vous voyez, déjà à l'époque, on se battait pour savoir qui allait faire le point. Et ensuite, nous avons donc partie de Trick Track, toujours tourné à La Ciotat. Et alors, vous voyez, alors là, vous avez, ici, c'est, que je ne me trompe pas, ça c'est Rose Vinclair, et là, Marguerite Vinclair, donc l'épouse de Louis Lumière et l'épouse d'Auguste Lumière, la femme de Louis Lumière, la femme d'Auguste Lumière. Et alors, quand on leur demandait, quand il a fallu les marier, ces braves dames, on leur a dit, qu'est-ce que vous souhaitez comme mari? Alors, elles auraient répondu, oh, ça ne nous fait rien qu'il ne soit pas bien beau, mais ce qu'on veut, c'est qu'il soit travailleur. Je crois qu'elles n'ont pas été déçues de leur voyage de vie. Et là, donc, c'est André Honorat qui était un ami de Lumière et d'Antoine Lumière. Antoine Lumière avait une passion, c'était la franc-maçonnerie. Antoine Lumière a terminé au 33e degré, c'est-à-dire au plus haut grade du Grand Orient de France. Et toute sa vie, a été marquée par ce... Alors, j'ai oublié celui-là. On revient en arrière. Voilà. Et là, c'est concert aussi avec Marguerite, Jeanne Lumière. Et bon, c'était aussi également une famille de musiciens. Louis Lumière avait un deuxième accessit de piano. Auguste Lumière jouait du violoncelle et toutes les filles Lumière jouaient également du piano. Voilà. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Nous avons encore un peu de temps. Allô, allô? Oui, je suis là 2-3 minutes. 2-3 minutes. Alors, Au 4. Quand vous en avez assez, vous me le dites. Hein. Alors, j'espère que... Là. Voilà, nous allons voir 2-3 films. Donc, toujours, là, on voit la maison de La Ciotat qui se trouve ici. Ça, ce sont les Enfants Lumière. Ça a été tourné beaucoup plus tardivement. Je vais passer un peu ça parce que je voulais vous montrer 2-3 films. Donc, vous avez vu jusqu'à présent donc, les films de famille, mais maintenant, on va voir quelques films tournés par les opérateurs Lumière à partir de 1896. Les usines Lumière, la famille Lumière, les usines Lumière, la société Lumière exactement, va envoyer dans le monde entier une vingtaine de jeunes gens et de jeunes filles, excusez-moi, va envoyer des opérateurs, c'est-à-dire des cinéastes, dans le monde entier, puisqu'à la fin de l'année 1896, excusez-moi, 1896, pratiquement le monde entier va être couvert, sauf l'Amérique du Sud. Et là, nous avons encore une vue de Lyon. C'est le premier travelling. Donc, la caméra est posée
est fixe et il y a un mouvement. C'est la première fois qu'on voit un travelling. C'est le tout premier. On a retrouvé ce film il y a seulement quelques années. Et on pensait que ce premier travelling avait été tourné en Italie. Je sais pas, je crois que c'est le film d'après. Voilà. Je vais un peu plus vite. Et ça, c'est le grand canal à Venise, tourné par Alexandre Promio. Alexandre Promio, c'était un ancien marchand de champagne qui a été engagé par les Lumières. Louis Lumière lui a appris le maniement du cinématographe et Promio a appris à une dizaine d'employés des usines Lumière à se servir du cinématographe. Et donc, ils les ont envoyés dans le monde entier, en Russie, en Angleterre, en Amérique du Nord, même jusqu'en Australie, au Mexique. Vous voyez, donc, il y a eu, à partir de la fin de l'année 1896, les gens pouvaient partir en voyage en étant assis dans leur fauteuil. C'était un peu l'ancêtre de l'idée d'Albert Kahn, qui est, vous savez, le fondateur des Archives de la planète, qui donc, est des photographes photographiés en couleur le monde. Bien, Louis Lumière a eu un peu la même idée en envoyant justement dans le monde, là nous sommes à Union Square, et donc le grand public pouvait admirer des vues de pays étrangers, et donc ça a eu un grand succès. Et donc ces images ont permis donc à beaucoup de gens de voir ce film. Je voulais aussi vous parler aussi donc du défilement de l'image. Je vous ai dit donc que c'était à 16 images secondes. C'est la vitesse qui est nécessaire et indispensable pour que le cinéma nous trompe l'œil. Vous savez que tout ça est dû à notre persistance rétinienne. Ça a été vraiment une chose très, très humaine, si je puis dire. Et c'est justement parce que nous n'arrivons pas à différencier chaque image. En réalité, à chaque fois, l'image s'arrête. Il y a un noir qui s'intercale entre deux images. Et tout ça à la vitesse de 16 fois par seconde. Comme je le dis toujours, si nous étions des mouches, on aurait beaucoup plus de difficultés à aller au cinéma parce qu'on verrait justement ces arrêts sur image. Et là, donc, vous avez un film intéressant parce que, outre que ce qui se passe à Moscou, mais vous avez le public qui est aussi intrigué par le cinéaste qui est en train de tourner. Donc, petit à petit, vous voyez, ces gens-là vont s'arrêter sans trop vraiment de raison, mais la raison, c'est simplement parce que, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme avec cette boîte en bois et cette manivelle qui tourne? Donc ensuite, il y a eu toute une série de vues sur Paris, où l'on voit le Paris ancien, donc ici, l'ancien palais du Trocadéro, et donc une des premières vues, je crois que c'est la première fois où on voit le cinéma prendre un ascenseur. Voilà, donc ces films étaient présentés au public. C'était assez cher. De toute manière, le cinéma, la place de cinéma a toujours été quelque chose d'assez onéreux. Au début, c'était 1 franc la place, les toutes premières séances. Après, c'est tombé à 50 centimes. Mais en fait, ça équivaut à peu près à ce qu'on paye aujourd'hui. Voilà, nous allons essayer d'aller un peu plus vite parce qu'après, voilà, nous allons voir encore une vue de la Seine. Voilà, donc on voit on voit les guichets du Louvre, je crois. On voit voilà, un peu les bains Vigier. Je crois que c'est ça, oui. Voilà. Voilà, un peu du Paris disparu. Et nous allons un peu voyager aussi. Alors là, nous sommes... voilà, voilà, j'y suis presque. Voilà, donc là, un petit bout de Tour Eiffel. Et là, nous allons voir un film tourné par Gabriel Vert. Gabriel Vert était non seulement un très bon opérateur, mais un grand cinéaste et surtout, et ce qui est le plus important dans le monde du cinéma peut-être, c'était surtout un très grand artiste. Et il a tourné les plus beaux films
du catalogue Lumière. Le catalogue Lumière, c'était un catalogue où les gens, les directeurs de salles de cinéma pouvaient choisir leurs films en location ou à l'achat. Il y en avait jusqu'à 1424, et donc Gabriel Vert, qui lui couvre l'Asie du Sud-Est, tourne à Namo, c'est en Indochine, au Cambodge, je crois maintenant. Ce film, c'est-à-dire il se met dans un pouce-pouce, et il se met à l'envers dans le pouce-pouce, et il tourne ce film qui est aujourd'hui considéré comme un des 10 du catalogue Lumière. Voilà, avec ses petits-enfants. Voilà, c'est un film absolument magnifique, tourné donc par, encore une fois, Gabriel Vert, qui à l'origine est un employé des usines Lumière, mais qui a, qui a trouvé sa voix, une voix absolument formidable. Repas en famille, donc là c'est toujours Gabriel Vert, puisqu'on est toujours en Asie du Sud-Est, qui tourne donc cette vue du Japon, presque un Japon médiéval. Voilà, donc le grand public pouvait, comme je vous l'ai dit, déjà découvrir presque de nouveaux horizons. Alors pourquoi il y a eu ce choix? Je me suis souvent posé la question, et je voulais parler un peu d'une de nos anciennes collègues, qui est Jacqueline Carpin-Lancre, une grande dame du monde de l'océanographie, entre autres, et qui m'expliquait, ben Marc, c'est simple, c'est qu'à l'époque, la grande mode, c'était aussi les journaux illustrés, les voyages. Donc, elle m'expliquait que c'était tout à fait logique d'envoyer des gens dans le monde entier pour tourner ces films. Alors, deux petites dernières vues pour un petit sourire. C'est Charcuterie mécanique, tournée à La Ciotat, d'une manière assez peu orthodoxe de faire de la charcuterie, mais parfois, je pense que ça peut donner des idées. Enfin, moi, ça m'en donne, en tout cas. Voilà. Donc, alors j'ai essayé personnellement, je peux vous dire, ça ne marche pas du tout, mais bon, je pense qu'il doit y avoir un truc. Et donc, j'ai cherché la charcuterie crack, et alors le plus beau, c'est que ça existe vraiment. C'est la seule chose, à mon avis, qui soit vraiment authentique dans cette histoire. La vessie de porc à la fin est absolument formidable. Puis un dernier, après on va peut-être Bonne d'enfants et soldats, qui est aussi très drôle. Donc, comme je vous l'expliquais, ce catalogue des vues lumière, donc il y en a 24, on a retrouvé 1424 sur les 1434 qui étaient proposés. On sait qu'il y en a peut-être tourné à peu près 3000 de 1895 à 1907. À partir de 1907, la production lumière s'arrête. Les frères Lumière ne toucheront plus jamais au cinématographe, curieusement. Et donc, ces vues, elles sont aussi sélectionnables par thème. Donc, il y a des vues militaires, des vues comiques, des vues de l'étranger, des vues sportives. Enfin, voilà, il y avait toute une thématique proposée. Là, nous allons revoir, et on va peut-être arrêter là après. Chapeau à transformation. On retrouve Félicien Tréouet donc dans un de ses spectacles. Alors ça, c'était un spectacle très très prisé à l'époque, où donc avec ce chapeau à transformation, donc il symbolisait des personnalités très connues de leur époque. Bon, on peut retrouver la liste. Je vous avoue, j'ai pas appris ça par cœur. Mais voilà, donc chaque physionomie, c'est un peu l'ancêtre de nos imitateurs, mais comme voilà, un imitateur muet. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, et je suis tout prêt à répondre à vos questions, en espérant que vous en ayez quelques milliers. Merci Marc pour cette présentation. Donc j'ai été heureux que vous évoquiez le personnage de Gabriel Vert, qui était effectivement un grand artiste, un coloriste également, hein, faisait ce qu'on appelait les autochromes, de très beaux, et il était pharmacien, hein, donc c'était
il avait une formation quasiment scientifique avec une connaissance de la chimie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marc Durand? Alors, Marc, il faudrait retirer votre partage d'écran. Oui, oui, c'est justement c'est ce que j'essaye de faire. C'est Eh en bien, haut, en je n'y principe. arrive pas. Alors, Non, est-ce que ça peut être ça? Alors, vous êtes en train de partager, donc je ne partage plus. voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc les images étaient parfois un peu saccadées, étaient Ah, plutôt saccadées parce que j'ai l'impression que le Wi-Fi est toujours en fonctionnement d'après le petit signe que je vois en haut de votre écran. Mais bon, bon, alors donc je n'ai pas su ce qu'il fallait faire pour enlever ce truc. Est-ce que ça marche mieux là, non? ben non, vous partagez toujours l'écran. Alors pendant ce temps-là, Arnaud a levé la main, donc passons la parole à Arnaud. Merci beaucoup Thierry. On clique dessus. Merci Marc pour cette présentation. J'ai deux questions très différentes Oui. à vous poser. La première concerne ces films de famille. Est-ce qu'ils étaient au catalogue officiel Oui. des frères Lumière? Parce que c'est… Voilà, ça y est, c'est fait. Oui, 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 ce que vous avez vu, oui, ils étaient les films de famille, hein, ce que j'ai vu, ce que je vous ai montré au début. Oui, c'était au catalogue pour la bonne raison qu'il n'y avait que ceux-là. Au début, Louis, il a tourné sa famille et quelques vues, à part la place des Cordeliers qui était une vue prise un peu au vol. Ensuite, il y a eu d'autres. Mais il a tourné une cinquantaine de films, mais sur les 55, il y en a. Sur les 50 films, il y en a quoi? Il y en a 48 qui sont des où il a tourné sa famille, où il s'est mis en scène. Donc l'idée, en fait, c'est de présenter le procédé technique, si je puis dire, Oui. plus que de construire un propos. On n'en est pas encore là dans la Ah oui, démarche. oui, oui, oui. Ouais. Mais le propos dans chacun de ces films, il est absolument certain qu'il ne posait pas sa caméra comme ça en disant bon bah voilà, je vais filmer ce qui se passe. Parce qu'en réalité, quand on filme les gens comme ça, mais c'est qu'il ne se passe pas grand-chose généralement. Donc il faut la sortie des usines lumière. Il y a tellement d'informations, les gens qui sortent de chaque côté. Alors quand on est sur place, on comprend mieux parce que il n'y a pas de la rue du premier film, c'est une rue qui n'est pas très large. Donc déjà les personnels, bon, ils auraient pu aller vers lui. Non, il n'y en a aucun qui va vers lui. Ils sortent de part et d'autre. Il y a le chien qui sort, il y a Doublié qui part en vélo, il y a, il y a une voiture à cheval qui sort. Alors, il faut savoir aussi que les films, comme je vous l'ai dit, ils étaient donc tournés, ça formait un négatif, comme pour tout film, et après on tirait des positifs. Mais au bout de je ne sais pas combien, parce que ça, je n'ai jamais su, mais peut-être au bout d'une trentaine de positifs, le négatif ne permettait plus de faire un tirage. Donc, on faisait une autre vue. Et des sorties d'usine, il y en a 4. Et en réalité, la toute première, tournée le 19 mars 1895 et présentée le 21 à la Société d'encouragement à l'industrie nationale à Paris, ça, il ne reste que quelques photogrammes. Le premier des premiers films, on ne l'a pas, on ne l'aura jamais. Tout ce qui existe après, c'est le numéro 2, 3 et 4. Et le numéro 2 est souvent présenté comme le numéro 1. Alors ça, on l'a su parce qu'on a fait une étude, moi, quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça dingue. C'est les ombres architecturales. C'est-à-dire qu'on a calculé les gens qui sortaient, ils avaient leur ombre par terre. Donc, selon comme on connaît la longitude et la latitude, on peut calculer avec l'ombre la hauteur du soleil dans le ciel et donc le jour précis où c'est tourné. Et donc là, après, on voit que c'est tourné en avril, en mai et pas du tout au mois de mars. Parce qu'au mois de mars, l'ombre aurait été beaucoup plus longue. Et puis, elles ne sont pas habillées pareil en plus. Elles sont habillées plus légèrement.
Et j'ai une deuxième question qui n'a strictement rien à voir. En fait, c'est André Honorat qui m'a Ouais. interpellé, si je puis dire, Ouais. et cette proximité entre les Lumières et Honorat. Alors, Oui. je crois qu'il est lyonnais, lui, à l'origine. Alors, Ouais. bon, vous avez évoqué le Grand Orient, tout ça, donc André Honorat. On peut imaginer aussi qu'il y ait ce type de lien, mais il y a un parcours politique. Alors, Un parcours politique, si j'évoque la Seconde Guerre mondiale, qui est très diamétralement on peut opposé. l'évoquer. Non, non, mais Non, mais c'est je vais pas. rester évasif, Ouais. qui est diamétralement opposé. Mm. Ouais, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Comment est-ce que ça se joue? Très compliqué. Alors, c'est très compliqué parce que, bon, j'ai pas de Je preuves. suis désolé pour la question, mais c'est Alors, quand j'ai je vais vu essayer de Honora répondre. Je vais essayer de en répondre. famille. Enfin, je vous donne les réponses que je ressens. Ce qu'il faut bien voir avant toute chose, c'est que moi, ça fait partie de mon histoire familiale personnelle. Comme chacun d'entre vous, vous avez votre histoire familiale et personnelle. Donc, moi, il se trouve que je suis assis entre quelque chose d'historique et quelque chose de complètement familial. Donc, pour le père Lumière, Antoine, bon, il était, disons, radical socialiste. Il était, on dirait, oui, aujourd'hui, socialiste. C'était sa manière de voir les choses. C'est-à-dire, il avait mis en place aux usines Lumière, dès 1890, une caisse de retraite pour ses ouvriers. Quand il arrivait à Lyon, à La Ciotat ou à Évian-les-Bains, où il avait une maison aussi, il donnait des livrets de caisse d'épargne aux enfants des écoles publiques et pas des écoles privées. Voilà, ça vit là-dedans. Après, pour les Frères Lumière, pour les années 1940-45, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai posé la question à, à Jean Vinclair. Jean Vinclair, c'était un des neveux des Frères Lumière. C'était quelqu'un qui leur était très proche, puisque voilà, comme dans toute famille, Jean ou sa sœur Denise, on allait manger, ma mère allait manger tous les dimanches chez Auguste Lumière et Tante Guite et Tonton Guite, quoi. Et donc, Jean me répond, elle me dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces salades où où Lumière est est vice-président du Conseil national, où le tonton Gutte est vice-président de la LVF, président d'honneur quand même, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Quand on sait que de l'autre côté, leurs enfants et petits-enfants ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur à titre militaire par De Gaulle. Donc, il me répond ça. Ah, mais tu sais bien, Marc, le tonton Gutte, tu sais bien. Et donc, il pose cette question à Auguste Lumière. Il dit, qu'est-ce que tu as eu l'idée d'accepter un truc pareil? Et il lui répond, mais tu sais bien, mon petit, je ne sais jamais dire non. Et alors, ça, voilà, on reste un peu pantois quand on vous répond ça, de dire, mais moi, je ne reste pas pantois avec ça. Oui, en effet, il n'a pas su dire non. Et alors, c'est sûr qu'il n'était pas, il était pas pro-stalinien, mais il n'était pas plus pro-stalinien qu'il était pro-hitlérien. Il était pétainiste, mais comme 90% des Français en 1940, et gaulliste comme 90% des Français en 1945, pour exagérer un peu quand même. Voilà, donc après, j'ai un peu gratté quand même, comme je travaille aux Archives nationales, ça facilite. Donc, le Conseil national, donc ça a été créé dans les années 1940, au début des 40, c'était une chambre pour légitimer le pouvoir, du maréchal Pétain. Et c'est un conseil qui en réalité n'a jamais siégé. Ça n'a jamais siégé. Ça a été annulé, enfin pas annulé, comment on dit, oui, enfin disons annulé, et après ça a été recréé
plus tard, et Louis Lumière n'en faisait plus du tout partie. Et Louis Lumière, il a accepté en 1940 en disant, bon voilà, c'est dans les journaux, hein, dans la presse de l'époque, où il disait, bon voilà, on a perdu la guerre, maintenant on est bien obligé de collaborer avec l'Allemagne. Voilà, c'était leur position. Auguste Lumière, lui, il est rentré au conseil municipal de Lyon en 1940. Il a voulu mettre un peu d'ordre dans les hospices de Lyon, ce qui est l'HCL ou comment s'appelle, l'assistance publique de Paris, hein, c'est l'équivalent à Lyon. Bon, il a essayé et puis il en est ressorti assez rapidement. Il s'est fait bien engueuler par son fils Henri Lumière en lui disant maintenant on veut plus vous entendre, donc on ne les a plus entendus. Et de l'autre côté, donc Henri Lumière était un grand résistant. D'un côté, donc, il y avait Auguste Lumière qui faisait ça, et de l'autre côté, il y avait son fils qui cachait des Juifs dans les usines Lumière, dans les caves, en disant aux Allemands quand ils arrivaient, ah ben non, mais là derrière, on est en train de développer vos photos. Si on ouvre la porte, tout est voilé, donc on ne peut pas ouvrir la porte. Et ils en ont sauvé quelques-uns comme ça. Voilà, on sait bien que c'est une période très trouble, enfin très trouble, je n'arrive pas à trouver le qualificatif qu'il faut parce que je ne sais pas si on peut en trouver un. Hein. Voilà, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué, mais c'est sûr que voilà, ces hommes qui avaient plus de 70 ans, qui n'étaient pas du tout gâteux, hein, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, mais voilà, ils avaient vu quand même deux guerres, parce qu'ils sont nés en 1860 et 62 et 64. La guerre de 70, ils l'ont vécue, alors ils n'étaient pas bien grands, ils avaient 6 et 8 ans, mais ils sont partis de Besançon à Lyon à cause de la guerre de 70. Après, ils ont vécu la guerre de 14. À la guerre de 14, ils ont vu vraiment les horreurs de la guerre de 14, parce qu'Auguste Lumière était responsable du service de radiologie de l'Hôtel-Dieu à Lyon, et on développait, les usines Lumière développaient gratuitement toutes les radios qui étaient faites à Lyon, et Louis Lumière, avec sa femme Rose, avait ouvert un hôpital privé de 80 lits dans les usines, pratiquement, pour l'effort de guerre. Donc, voilà, quand on voit l'autre côté de la médaille, quoi, tout d'un coup, on se dit, oui, c'est pas aussi clair, quoi. C'est pas aussi clair. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais fait de travaux sérieux, justement, sur ce moment, quoi. Mais je crois qu'il n'y a pas que les Frères Lumière sur lesquels il faut se pencher. Mais pour les Frères Lumière, en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai regretté, bon, c'est un peu égoïste ce que je dis ça, mais en réalité, ce qui s'est passé là, ce qu'on a découvert sur les Frères Lumière en 40, par rapport à leurs activités, ça s'est découvert en 1995 pour le centenaire du cinéma, où à l'époque, Dominique Vallon, qui était le directeur du CNC, a proposé de mettre sur le billet de 200 francs la tête des Frères Lumière. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il fallait changer les billets, comme on le faisait régulièrement. Donc à ce moment-là, il fallait changer les billets. Et donc, ils avaient, au lieu de mettre des gens, des littéraires ou des artistes, ils se sont dit, bon, ça nous arrange bien pour nous, on va mettre des scientifiques. Donc, ils ont choisi des scientifiques. Donc, il y avait les Marie Curie, les Frères Lumière, Eiffel, et justement, le quatrième, je ne sais plus qui c'était. Bon, enfin, bref. Donc, c'est à ce moment-là que c'est sorti. C'est un résistant de la ville de Besançon qui a dit mettre les Frères Lumière sur un billet, c'est quand même pas très, très, très intelligent avec ce qu'ils ont fait. Moi, dans ma famille, on est tombé de l'armoire, parce que très peu le savaient. Les anciens le savaient, mais n'en parlaient pas. Moi, j'ai découvert ça, mais comme là où j'étais aux Archives nationales et aux Archives départementales du Rhône, j'étais quand même pas trop mal placé pour savoir ce qui s'était vraiment passé. Donc, à ce moment-là, Dominique Vallon a proposé ça pour relancer l'industrie cinématographique.
Alors, quand on sait que quand on met la tête de quelqu'un sur un billet, par exemple, quand on a mis Quentin de la Tour, tout d'un coup, l'année d'après, il était dans le dictionnaire. Ça a un effet, le Syntex, quand on a mis Syntex, les ventes du Petit Prince ont explosé. C'est une manière de relancer quelque chose. Alors, c'est sûr que vous arrivez, vous payez vos courses avec un billet de 200 francs, et puis vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Vous voyez la bobine des Frères Lumière, on allait au cinéma, quoi. Enfin, c'était ça l'idée. C'était quand même pas une mauvaise idée, d'ailleurs. Bon, donc c'est le seul regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas mis les Frères Lumière sur un billet, mais bon, rien n'est perdu. Et maintenant, ça va être dur. Mais voilà, après, bon, leur participation est évidente. Maintenant, ils n'ont pas été actifs à aller dénoncer des Juifs, puisqu'ils ont ils les ont pas seulement dénoncés, mais il y en a même certains qu'ils ont fait, à qui ils ont aidé et à envoyer en Amérique du Sud. Et il y a eu des témoignages écrits en disant, oui, Auguste Lumière ou Louis Lumière nous a aidés. Moi, j'aurais juste une remarque, puisqu'on parle de Nora et des Lumières. C'est un autre apparentement, moins troublant que celui que vient de faire Arnaud, c'est la tuberculose, puisque Honora est responsable de cette loi, je crois, de 1916 ou 17, je ne me souviens plus précisément, sur les sanatoriums. Et Auguste avait un laboratoire de produits pharmaceutiques et a inauguré un certain nombre de produits, bon, je ne les ai pas essayés, mais qui étaient censés être efficaces. C'était un laboratoire de pharmacodynamie. Ouais. Il appelait ça comme ça. Il a créé ça en 1890-12 au sein même des usines Lumière. J'ai trouvé ça chez mon notaire, où il y a le seul plan des usines Lumière qui existe. Et sur ce plan, il y a un petit endroit où il y a marqué qu'il y a un labo où il a fait ses premières expériences. Et en effet, il a créé des produits comme la MG Lumière, c'est-à-dire c'était à la base de magnésium. Il a créé le tulle gras Lumière pour les grands brûlés. Voilà, oui, il a fait l'entérovaccination, les premières vaccinations par voie orale. La tuberculose, bon, il a aussi travaillé énormément, et à tel point que il était très lié donc avec la famille Bérard, Léon Bérard, puisque le fils de Léon Bérard a épousé sa nièce Denise, la fille de France Lumière. Donc, vous voyez, tout ça, c'est très lié. Et Auguste on a découvert ça en 1995, où on a découvert dans les combles des sanatoriums qui se trouvent à Hauteville, c'est au-dessus, c'est dans l'Ain. Mon cousin Jérôme Bérard me téléphone un jour en me disant, tu sais Marc, on a trouvé des bobines de films, je ne sais pas quoi en faire. Alors, je lui ai dit, écoute, tu les envoies au CNC à Paris et aux archives du film à Bois d'Arcy plutôt. Et donc dans ce film, il y avait un petit film avec les enfants Lumière qu'on vient de voir là. Il montait à Hauteville, occuper les malades en faisant une séance de cinéma, parce qu'il y allait régulièrement là-haut. La vraie passion d'Auguste, c'était la médecine. Il a même créé la première clinique de jour, où on rentrait et où il recevait les malades. Alors, il n'a jamais été médecin, il avait 2 médecins à côté de lui. Il faisait un diagnostic qui était confirmé par les médecins, vraiment les vrais médecins. Et comme ça, moi, je lui dois d'être là parce qu'il a sauvé ma mère d'une pleurésie. Donc, merci, tonton Auguste. Je ne suis pas là pour vous le dire. Bon, il y a également une question de Robert. Oui, oui, une question, plutôt une réflexion pour faire suite à ce que disait Arnaud. Oui, Marc, on ne peut pas dire c'est de ma famille, donc je ne peux pas en parler, sinon on en parle dans un autre cadre. Ici, on est la fête de la science, donc on fait la différence entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'on appartient à la familière pour dire « Ok, je ne vais pas en parler ». Non, on est là pour parler de la science
Et la science, elle est ni familiale, même si on est toujours issu d'un milieu X ou Y, voilà. Mais c'est pas parce qu'on est le fils ou le petit-fils d'un collabo qu'on n'a pas le droit de parler de la collaboration. C'est pas parce qu'on travaille sur la résistance qu'on est fils de résistants. Bon, tout ça, il faut, c'est pas un argument. Cela dit, ayant beaucoup travaillé sur l'occupation, c'est vrai qu'il y aura encore des choses à étudier sur ce qui s'est passé dans ces milieux-là. Hein. Voilà. Mais moi, mon sentiment, c'est que... Alors, il faut dire aussi que ça fait toujours polémique. L'université de Lyon 2, que je connais bien, s'appelle quand même l'université Lumière Lyon 2. Ça fait des polémiques et ça fait toujours polémique. Parce que vous avez l'université Lyon 3 Jean Moulin et à côté l'université Lumière. Vous voyez, donc... c'est quand même étrange. Et il y a eu diverses polémiques et qui sont liées à ce que j'appelle la mémoire de l'histoire. Parce que nos objets d'histoire, ils évoluent en fonction de notre perception d'aujourd'hui, en fonction des attentions qui sont mises sur tel ou tel aspect. Voilà, maintenant, c'est l'égalité homme-femme, par exemple, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une autre polémique qui concerne un autre vichiste patenté, qui est Alexis Carrel. La fac de médecine de Lyon s'appelais Alexis Carrel. Et moi, quand j'étais étudiant à Lyon, je la voyais presque tous les jours. Et je me disais que, voilà, je ne veux pas dire que j'étais choqué parce que j'étais encore pas spécialiste, bon, mais prix Nobel, etc. Oui, on peut être prix Nobel de médecine et puis avoir été vichiste, sachant que je ne compare pas du tout, Alexis Carrel et Louis Lumière, ça n'a rien à voir. Mais néanmoins, il y a le sentiment public, je dirais, ou la mémoire collective développe des intolérances. Hein, voilà, il y a des seuils de tolérance qu'on ne peut plus accepter. Et donc, ça a été débaptisé. De même qu'il y a une rue, Carrel, qui a été débaptisée au profit de Bertie Albrecht, donc la femme du fondateur, la compagne du fondateur du mouvement de résistance combat. Ah oui, les Lumières, ce n'était pas une famille de résistants, mais tout le monde n'était pas résistant, comme vous l'avez dit très justement. Voilà, on aimerait bien que cela fût ainsi, mais ce n'est pas du tout le cas. La question, c'est pourquoi on est vichiste et à quel moment on est vichiste. C'est ça la question. Voilà. Quand on est vichiste en 1944, c'est gênant parce qu'il y a la milice, parce qu'il y a Darnan, parce qu'on assassine des intellectuels, des artistes, des universitaires, entre autres français. Je pense à Marc Bloch, justement. Il y avait l'hésitation pour Lyon 2 entre Marc Bloch et Lumière. Bon, voilà, ce serait intéressant de travailler justement là-dessus. Hein. Pourquoi ils ont choisi Lumière et pas Marc Bloch. Alors, c'est vrai que Lumière, ça a quelque chose à voir avec Lyon. Bon, bah, c'est évident. Et puis, ce sont les inventeurs d'une magnifique découverte, en fait. Hein. Donc, oui, il faut le relativiser, même si la LVF, c'est quand même un petit peu gênant. Hein, parce que là, ça va quand même assez loin, même si je pense que, d'après ce que je sais, mais il faudrait, sous bénéfice d'inventaire, je crois qu'il faudrait travailler là-dessus, même s'il n'y a pas eu d'engagement en tant que tel. Ce n'est pas comme Louis-Ferdinand Céline, par exemple, qui s'engage dans son œuvre. Ce n'est pas comme Alexis Carrel qui développe des thèses eugénistes. Bon, on n'est pas du tout dans le même registre, en fait. Hein. Donc là, voilà, il faudrait plutôt avoir un regard modéré, distancié, en fait. Hein. Et voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc a dit par rapport à ça. Mais néanmoins, l'interrogation demeure, hein, l'interrogation demeure. Mais on peut être un grand savant et très mauvais politique, avoir fait le mauvais choix. Bon, mais non, mais moi, les photos, les films qu'on a vus, moi, je les ai quasiment tous vus parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire du cinéma aussi, à titre un peu perso, si vous voulez, et notamment l'exposition du Grand Palais qui était extraordinaire. Donc, nonobstant ce qui s'est passé pendant la guerre ou ne s'est pas passé. Néanmoins, je pense que la mémoire collective, à travers notamment ces grandes expositions, à travers les livres, donc a tout à fait valorisé le travail, le rapport hein, à l'industrie du cinéma. Donc ça, c'est très clair. Non, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que vous développiez davantage, puisque c'est la fête de la science, développer leur découverte technoscientifique. Parce que c'était d'abord des innovateurs, des inventeurs et des commerçants, avec une politique de marketing extraordinaire
vous en avez un petit peu parlé, dans le monde entier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement inventé un produit, ils ont pensé à le diffuser dans le monde entier. Et ça, je trouve ça absolument génial comme truc. Et on n'en parle pas trop parce que là aussi, on n'aime pas trop parler business, etc. Ce n'était pas forcément du business, mais c'était, on va valoriser ça, on va le faire connaître partout avec leurs chefs de mission. Ça, c'est avec ce réseau international qui est créé, je trouve ça génial comme truc. Hein. Donc, je ne sais pas en 2 mots, comment ils organisaient leur recherche et développement. Parce qu'il y avait quand même, c'était d'abord de la recherche et développement. Alors, c'est une question très difficile à répondre parce qu'il n'y a aucun texte, aucun écrit de cela. Donc, comment est-ce qu'ils organisaient ça? Je pense que c'est pour ça que j'en ai peut-être pas assez parlé, c'est parce que je n'en sais rien d'un point de vue strictement scientifique. Louis Lumière a toujours dit qu'il ne tenait absolument aucun cahier ni aucun recueil. Enfin, voilà, il y a pas d'écrit de Louis Lumière ou d'Auguste Lumière sur ce domaine. Ce que je pense, c'est qu'il y avait quand même le papa derrière, Antoine Lumière, et je pense que c'est beaucoup à lui que l'on doit tout ça. Je pense qu'Antoine Lumière a joué un rôle absolument décisif dans le fait, entre autres, que son fils Louis ait inventé le cinématographe, parce que Antoine lui a demandé de trouver un moyen de projeter l'image sur un mur, comme il le disait lui-même, de faire sortir l'image de la boîte. Et je pense que c'était des décisions collégiales entre le père et les 2 fils. Mais voilà, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de documents à ma connaissance. Je ne veux pas dire qu'il n'y en ait pas du tout. Mais bon, là où je travaille, ou ce que je fais, ça m'a permis quand même d'avoir accès à certaines petites choses. Donc c'est très difficile de savoir pourquoi ils ont fait ça. Je pense qu'ils l'ont fait parce que c'était dans l'air du temps mais ils n'avaient pas de conseiller particulier pour ça. Donc, en effet, c'est tout un domaine de leur activité scientifique. Après, bon, je comprends bien votre frustration. En effet, je n'ai pas parlé de tout ce qu'ils ont inventé à côté, mais bon, c'est vrai, en une demi-heure, 45 minutes, ça, voilà, j'ai préféré peut-être, bon, c'est aussi par rapport à un plus large public qui regarde ça. Voilà, ça m'a semblé peut-être plus intéressant d'avoir un regard un peu particulier sur ces films et d'expliquer des choses que les gens ne voient pas dans ces images. Alors après, bien sûr, au-delà, il faudrait parler du travail sur la propagation des sons de Louis Lumière, parce qu'il a énormément travaillé là-dessus. Il a inventé, entre autres, un haut-parleur à diaphragme. Voilà, Louis Lumière avec toutes ses inventions aussi liées à la photographie des couleurs au travers de la plaque autochrome où il a mis il a commencé en 1895, 1890. En 1905, en 1904, il a commencé à faire ses premiers essais. En 1907, il y a eu la première industrialisation de la fabrication des plaques autochromes. Oui, en effet, ils ont plus de 300 brevets pris au nom des frères Lumière. Alors, c'est d'autant plus compliqué, c'est qu'à la sortie, on ne sait pas trop qui a fait quoi dans cette histoire. Ils s'étaient toujours jurés vous savez, et ça, bon, c'est vrai, puisque on le voit dans les brevets, qu'ils se sont jurés de prendre leurs brevets toujours à leurs 2 noms. Donc, qui inventait quoi? Bon, je pense que Louis Lumière a tout cet aspect de chimie photographique et de chimie en général. Bon, entre autres, Louis Lumière, il a mis au point un violon sans âme, pas en bois. Il a mis au point une couveuse. Enfin, c'est des trucs totalement dingues, un panier à salade, des choses, une pince. Donc, voilà, donc je me rappelle ce que ces petits-enfants, Auguste, de Maurice Trarieux ou Jacques, me racontaient de leur grand-père, où à chaque fois qu'il allait le voir, ben voilà, il avait encore inventé un truc. Voilà, c'était un Géo trouve tout, un monsieur trouve tout. Et oui, bien sûr, il y a tout
tout un volet sur cette idée de scientifique qu'il aurait fallu aussi développer, mais là, c'est toute une après-midi. La prochaine fois. Un peu voilà. Un peu de choix. Je comprends bien qu'on aurait peut-être j'aurais peut-être dû aussi, en effet, parler plus de ça. Et sur des images, ce n'est pas évident de suivre le rythme de l'image et de raconter en même temps des choses. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à avoir un texte et à lire. Je préfère rendre ça un peu plus vivant. Oui, mais la prochaine fois, ce serait bien de travailler sur ce thème-là, qui n'est pas très connu, comme vous venez de le dire. C'est pas tout à connu. fait. Tout à fait. C'est tout prêt. On peut recommencer. Voilà. Bon, on prend rendez-vous.